Bonjour et soyez les bienvenus à cette édition d'information que vous offre la rédaction de Canal 7. Nous ouvrons ce journal avec la rentrée des classes au Nigeria. Les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin malgré la présence du virus Ebola qui sévit dans le pays. Initialement repoussé pour début octobre prochain, le gouvernement a finalement statué sur la reprise des cours dans tous les établissements primaires et secondaires privés ou publics pour ce lundi 22 septembre. Suivons ce reportage. Fixé au départ pour le 13 octobre prochain par le ministre de l'Éducation nationale à cause de la menace du virus Ebola qui sévit depuis quelques semaines, la rentrée des classes est faite finalement lundi au Nigeria. Sur les 20 cas enregistrés à ce jour, 8 personnes ont succombé. Après 10 jours d'observation, aucun nouveau cas n'a été détecté. Le Nigeria pense donc avoir fait d'énormes progrès dans la lutte contre cette épidémie hémorragique. Le gouvernement a donc estimé que la reprise des cours pouvait avoir lieu. Pourtant, le syndicat nigérian des enseignants a appelé en début de semaine dernière au boycott de la réouverture des écoles au motif que les enseignants ne seraient pas suffisamment préparés à faire face à Ebola. Une grève inutile selon le président Goodluck Jonathan. Les risques de contamination ne sont pas totalement écartés avec le retour de vacances de plusieurs millions d'élèves. Bien que le Nigeria n'ait enregistré que 20 cas, la surveillance épidémiologique reste en place. Pour comprendre les raisons qui ont causé la chute du vol AH-57 d'Air Algérie le 24 juillet dernier, les autorités maliennes ont fait appel à l'expertise du Bureau d'enquête et d'analyse, une structure européenne spécialisée en investigation dans les catastrophes aériennes, mais ils n'enregistrent aucun résultat à ce jour. Un compte rendu d'Uriel Abaga. 2 mois après le crash d'un avion de la compagnie Air Algérie dans le nord du Mali, le bureau d'enquête et d'analyse a déclaré qu'à ce jour, aucune piste n'est privilégiée. Bernard Boudaille, un des responsables de ce bureau, a rencontré les familles des victimes et la presse à Bamako, en présence du ministre malien de la Justice et de l'ambassadeur de France au Mali, devant lesquels il a expliqué le cheminement utilisé par son agence pour découvrir les raisons éventuelles du drame. Nous avons besoin aujourd'hui, sans parler de pistes privilégiées, de connaître les performances de l'avion aux différentes altitudes, aux différentes masses, aux différentes températures. Le vol AH-5017 de la compagnie Air Algérie devait rallier les villes de Ouagadougou et d'Alger le 24 juillet dernier. Il s'est écrasé une demi-heure après le décollage, causant la mort de 116 personnes. L'enregistreur des données du vol indique que le MD-83 a brutalement chuté après le ralentissement de ses moteurs. 3 enquêtes ont cependant été ouvertes au Mali, évidemment, au Burkina Faso et en France. Pour l'instant, les proches des victimes sont toujours en attente des résultats des investigations menées par les 3 pays. Le fronton du siège du ministère égyptien des Affaires étrangères a fait l'objet hier d'une explosion qui a provoqué la mort de 2 policiers. Les premiers éléments d'enquête semblent mener vers la piste terroriste, les membres de la police égyptienne étant régulièrement la cible des groupes terroristes. Les détails avec Aziz Maïga. 2 officiers de police tués et plusieurs personnes blessées, tel est le bilan de cet attentat perpétré dimanche matin dans le centre du Caire. Cet attentat non revendiqué est aussi meurtrier que celui du 30 juin où 2 policiers avaient péri en tentant de désamorcer des bombes posées près du palais présidentiel. Très souvent derrière ces attaques, le groupe djihadiste Ansar Beit al-Maqdis. Basé dans le Sinaï, il prétend venger les frères musulmans tués par les forces de sécurité ou condamnés à mort lors de procès expéditifs. Cet acte terroriste vient une fois de plus compromettre la situation sécuritaire dans ce pays dirigé par Abdel Fattah al-Sisi, l'ex-chef de l'armée qui avait destitué Mohamed Morsi. Depuis le coup d'État militaire de juin 2013, des groupes djihadistes revendiquent régulièrement des attentats qui ont fait, selon le gouvernement, des centaines de morts dans le rang de la police et des militaires. La cible privilégiée, les policiers en faction devant des édifices publics ou à des postes de contrôle. L'actualité internationale nous conduit en France où les candidats à la présidence de l'UMP, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, se sont exprimés ce week-end au sujet de l'élection présidentielle de 2017. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les hostilités sont lancées et les 2 hommes d'État sont déterminés à aller jusqu'au bout. Suivons le commentaire d'Uriel Abaga.
Alain Juppé, candidat à la présidence de l'UMP, a estimé ce dimanche que le match pour la présidentielle de 2017 est totalement lancé, avec le retour sur la scène politique de Nicolas Sarkozy. Le maire de Bordeaux compte aller jusqu'au bout de sa candidature aux primaires de son parti l'année prochaine. Il s'est exprimé après le passage sur le plateau de France 2 de l'ancien président de la République, son principal adversaire dans la course pour prendre la tête du parti. Nicolas Sarkozy a toutefois pris la peine d'encenser son ancien ministre des Affaires étrangères, qui de son côté entrevoit une bonne élection. J'ai été sensible aux paroles aimables qu'il a eues à mon égard. J'ai fait de même d'ailleurs hier à Angoulême. Donc voilà, je pense que cette élection va bien se passer. Il y a 2 mois devant nous pour l'organiser dans les meilleures conditions. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats. Le retour de Nicolas Sarkozy a relancé la course à la tête de l'UMP. Dans son adresse aux militants de ce parti, il a indiqué qu'il n'avait pas d'autre choix que de revenir sur la scène. Alain Juppé, qui aura 71 ans en 2017, s'est lui engagé à ne faire qu'un seul mandat s'il est élu à la présidence de la République dans 2 ans. L'ancien Premier ministre, soutenu par François Bayrou, leader du mouvement démocrate, a souligné que son adversaire est le pouvoir socialiste, mais que François Hollande n'a pas tout faux. Pour preuve, Juppé est favorable à la lutte contre le terrorisme dans laquelle s'est engagé le chef de l'État. Entre culture et agriculture, les propriétaires du domaine du vignoble sud-africain de Morganzone veulent relever le pari de jouer de la musique classique pour améliorer la qualité de leur vin. Des haut-parleurs ont ainsi été installés dans le champ de vigne et diffusent en permanence du Vivaldi, la musique classique aux vignes. Plus d'informations avec Roland Jaco. L'expérience date de plusieurs années. De jour comme de nuit, cette plantation des vignes est bercée par des compositions musicales pour vignes et vignerons dans le domaine sud-africain de Morganzone. Dans certaines fermes du pays, la méthode a été utilisée autrement, notamment pour améliorer la productivité des vaches laitières. Mais rien ne prouve que le raisin apprécie l'aine du classique. Beaucoup de gens sont sceptiques, ils ne comprennent pas ce qu'on fait et pourquoi on le fait, surtout les voisins. Mais j'ai envie de dire que dans la vie, on ne suit pas tout le temps des méthodes scientifiquement prouvées. On fait certaines choses parce qu'on y croit. Aujourd'hui, ça fait partie de notre vie quotidienne. Il y a 5 ans, les propriétaires du domaine, des passionnés de musique classique, ont lancé l'expérience. 10 haut-parleurs sont placés à intervalles réguliers et diffusent des œuvres de Bach, Wagner et d'autres compositeurs classiques sur 4 des 55 hectares de vignes. Nous n'utilisons que du baroque ou du classique parce que ces musiques ont des rythmes mathématiques. Ces ondes sonores ont un effet positif prouvé sur la nature. D'après le vigneron, le vin produit dans la zone test contient moins d'alcool, car, selon des études, les ondes musicales réguleraient la croissance des vignes. Les amateurs ne ressentiront pas que des arômes de vanille ou de framboise lors de la dégustation, mais aussi des notes de Vivaldi. Sport à présent, après la Coupe continentale 2014 qui s'est jouée au Maroc les 13 et 14 septembre dernier, le prochain défi de l'athlétisme africain est d'abriter sur le continent les championnats du monde. L'idée est née des bons résultats engrangés au cours de la Coupe continentale 2014 qui s'est déroulée les 13 et 14 septembre dernier à Marrakech, au Maroc. Willy Tonangoy de Bambera. Pour l'Afrique, l'organisation des championnats du monde d'athlétisme, l'un des événements sportifs les plus importants après la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques, sera un challenge. L'idée fait son chemin et l'horizon 2021 est déjà envisagé. En novembre prochain, le Conseil de l'IAAF, l'instance qui gère l'athlétisme mondial, annoncera le nom de la ville organisatrice des championnats du monde 2019. La question est de savoir qui va se lancer dans la course. Ahmad Kalkaba Malboum, le numéro 1 de la Confédération africaine d'athlétisme, avance un premier nom, l'Afrique du Sud. Pour des raisons simples, dit-il. Elle va accueillir nos championnats d'Afrique en 2016. Elle a aussi l'ambition, je pense, d'organiser à Durban les Jeux du Commonwealth, une étape vers les Jeux olympiques, peut-être de 2024 ou peut-être de 2028. D'autres pays pourraient présenter leur candidature, c'est le cas du Maroc. Et si c'est le cas, ce duel nous rappellerait bien sûr la lutte pour l'organisation de la Coupe du monde de football 2010. Le Maroc estime évidemment être le favori. Les discussions vont se poursuivre en coulisses pour dégager une candidature africaine qui sera aussi soumise à la concurrence des villes d'autres continents. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain 13h. Au revoir.